La salle de bal de l'hôtel Le Bristol brillait comme un écrin à bijoux. Les lustres jetaient une lumière chaude sur le sol de marbre et les serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux chargés de coupes de champagne. J'avais passé tout l'après-midi à me préparer pour cette soirée, le gala d'entreprise de mon mari. Ma robe de soie bordeaux m'allait parfaitement, et la coiffeuse avait relevé mes cheveux en un chignon élégant qui avait coûté plus cher que mon premier salaire. Je voulais ressembler à une femme dont on pouvait être fier, la femme d'un directeur régional dans l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques de France. Pierre me tenait le bras, souriait à tout le monde, me présentait à ses collègues. « Ma femme, Claire », répétait-il avec fierté, comme si j'étais une nouvelle réussite sur sa liste de succès. Je me sentais comme une partie de son image, un accessoire soigneusement assorti à son costume Hugo Boss. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était la dernière soirée où je pouvais penser ainsi. Tout a commencé à changer quand je l'ai vue lui parler. Magali Dubois, sa supérieure, la femme qui lui avait donné sa promotion l'année dernière. Sa main reposait sur son épaule un peu trop longtemps. Son rire était trop fort, trop intime. Je me disais que ce n'était rien, que c'était juste le travail, la politique d'entreprise, le réseau. J'étais une femme adulte. Je n'avais plus 30 ans à être jalouse et naïve. Je me suis éloignée vers le buffet, feignant de m'intéresser au petit four au saumon. Je l'observais de loin. Je l'ai vue se pencher vers elle, sa main effleurer son dos, et c'est là qu'elle a regardé dans ma direction. Nos regards se sont croisés. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire amical, c'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ignorez. Elle s'est dirigée vers moi. Ses talons aiguilles claquaient sur le marbre comme un compte à rebours avant une explosion. Elle s'est arrêtée à côté de moi, si près que je pouvais sentir son parfum. Chanel, évidemment. Cher, assurée. « Ma chère Claire, » dit-elle d'une voix qui sonnait comme du miel mélangé à du poison. « Il faut que je te dise quelque chose, de femme à femme. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais mon visage est resté calme. J'ai souri poliment, comme ma mère me l'avait appris. Sois toujours courtoise, même quand le monde s'écroule. « Je suis enceinte, » dit-elle en posant une main sur son ventre. « De ton mari. Nous sommes ensemble depuis 2 mois. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Après tout, tu seras la marraine, n'est-ce pas ?» Tout autour de moi a ralenti. Les voix se sont transformées en bourdonnement. Les lumières ont commencé à vaciller. Je voyais les gens tourner la tête. Un serveur laissait tomber un plateau. Pierre pâlir à l'autre bout de la salle. Je sentais tous les yeux fixés sur moi, attendant que je m'effondre, que je pleure, que je m'enfuis. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je l'ai regardée, cette femme qui venait de détruire ma vie, avec un sourire aux lèvres, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange, du calme, un calme froid et dur. « Quelle coïncidence !» dis-je lentement, distinctement, pour que tout le monde entende. « Moi aussi, je vois quelqu'un, ton mari, depuis 3 mois. » Le silence qui s'abattit était épais comme du goudron. Magali ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage, ce visage confiant et lisse, commença à se fissurer. Quelque part au fond de la salle, un rire étouffé retentit. Quelqu'un laissa tomber un verre. Je n'étais pas avec son mari. Je ne savais même pas comment il s'appelait. Mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. La vérité était moins importante que le moment où j'avais repris le contrôle, où j'avais montré que je n'étais pas une victime, que je n'allais pas pleurer pour leur divertissement. Pierre s'approcha de moi, le visage blême. « Claire, il faut qu'on parle, » murmura-t-il. « Non, » répondis-je doucement, « il ne le faut pas. » Je me suis retournée et j'ai quitté la salle. Chaque pas était un acte de volonté. Mes jambes tremblaient sous ma robe, mais je ne me suis pas permis de tomber. Pas ici, pas devant eux. Ce n'est que dans le taxi que je me suis autorisée à pleurer. Le chauffeur ne posa aucune question. La nuit parisienne défilait derrière la vitre. Des lumières, des gens, une vie qui continuait, indifférente au fait que la mienne venait de s'arrêter.
Quand je suis arrivée à la maison, dans notre appartement de Neuilly, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise par terre dans l'entrée. Ma robe s'étalait autour de moi comme une flaque de sang. Je regardais notre photo de mariage accrochée au mur, souriant, jeune, plein d'espoir. Qui étions-nous, ces gens-là? Avons-nous jamais vraiment existé? Le téléphone vibrait sans arrêt. Pierre, Pierre, Pierre. J'ai ignoré tous les appels. Je n'avais rien à lui dire. Pas cette nuit. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain et je me suis démaquillée. La femme dans le miroir semblait être une étrangère, les yeux gonflés, les lèvres tremblantes, mais quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus la même Claire qui, le matin même, mettait soigneusement son mascara en se demandant si son mari serait fier d'elle. Cette femme dans le miroir savait quelque chose que l'autre ignorait. Elle savait qu'elle pouvait survivre, qu'elle le devait. Je me suis assise sur le lit et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas du désespoir, quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. La nuit de la confrontation s'est avérée être le début de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mais je savais déjà que ce ne serait pas facile, que la douleur ne faisait que commencer, et que cette fois, pour la première fois depuis très longtemps, je n'allais pas me battre pour mon mariage, mais pour moi-même. Il est revenu au petit matin. J'ai entendu la clé dans la serrure, des pas lourds, un soupir. J'étais assise dans la cuisine, devant un café froid que j'avais préparé 1 heure plus tôt et que je n'avais pas bu. Je n'avais pas dormi. Comment l'aurais-je pu? Il s'est arrêté à l'entrée de la cuisine, costume froissé, cravate dénouée pendant comme un nœud coulant. On aurait dit que c'était lui, la victime, comme si c'était sa vie à lui qui venait de voler en éclats. « Claire », commença-t-il. « Non », le coupai-je, surprise moi-même par le calme de ma propre voix. « D'abord, tu vas m'écouter. » Il s'assit en face de moi. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. « Depuis combien de temps ?» demandai-je. « Ça n'a pas d'importance. »« Depuis combien de temps ?»« 3 mois. Peut-être 4. » J'ai hoché la tête, comme si je le savais déjà. Comme si cela confirmait quelque chose que je savais inconsciemment depuis longtemps. Toutes ces gardes de nuit, ces week-ends de déplacement professionnel. Chérie, l'entreprise a besoin de moi à Lyon. Je rentre lundi. Combien de fois avais-je avalé ces mensonges? Elle t'aime? Demandai-je, sans même savoir pourquoi c'était important. Je ne sais pas. Toi, tu l'aimes? Il hésita. Et cette hésitation me dit tout. « J'ai essayé de rompre, » dit-il doucement. « Vraiment, j'ai essayé. Mais elle est ma patronne, Claire. Je ne pouvais pas juste... » « Alors c'est elle qui te tient par les couilles, » terminai-je brutalement. Pierre tressaillit en entendant ces mots dans ma bouche. J'avais toujours été la gentille fille, la gentille épouse. « Et maintenant vous êtes ensemble parce que tu as peur pour ton travail ? » Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Il se leva, commença à faire les 100 pas dans la cuisine. Je reconnaissais ce geste. Il le faisait toujours quand il essayait de trouver les bons mots, le bon mensonge. « Ce que tu as dit hier soir à la fête, » commença-t-il. « C'est vrai ?» Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais épousé 7 ans plus tôt dans la petite église près d'Orléans où j'avais grandi. Cet homme pour qui j'avais déménagé à Paris, quittant mon travail, mes amis, ma vie. Et si c'était le cas? Je vis quelque chose se briser en lui, de la colère. Était-ce de la colère? C'était pourtant lui qui avait trahi en premier. Mais la logique masculine est étrange. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais quand une femme fait la même chose, ils deviennent soudainement des victimes. Avec qui? Grogna-t-il. Ça ne te regarde pas. Bien sûr que si. Tu es ma femme. J'étais, dis-je doucement. J'étais ta femme. Jusqu'à hier. Cela le stoppa net. Il s'arrêta au milieu d'un pas, comme s'il venait seulement de comprendre ce qui se passait.
comme s'il venait seulement de réaliser que ce n'était pas une dispute que nous pouvions résoudre au lit ou avec un dîner coûteux au restaurant. Tu ne peux pas juste... Sa voix se brisa. Je peux, et je le ferai. Le silence emplit la cuisine comme une épaisse fumée. Dehors, Paris s'éveillait. On entendait les trams, les voitures, les cris des enfants allant à l'école. La vie normale. Une vie qui était soudainement devenue inaccessible. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda-t-il finalement, en se rasseyant. Il avait l'air brisé. Tant mieux. Magali, qu'a-t-elle dit exactement? Qu'elle est enceinte. Il se recroquevilla, comme si je l'avais frappé. Je ne sais pas si c'est vrai, marmonna-t-il. Elle sait mentir. Toi aussi, tu sais mentir, lui rappelai-je. Pendant l'heure qui suivit, il essaya tout. Il s'excusa, il supplia, il promit, il expliqua. C'était une erreur, ça ne signifiait rien. Elle avait abusé de sa position, il était faible, il traversait une crise. J'étais toujours si occupée avec mes propres affaires. Ce dernier point me fit rire, un rire sec et amer. Mes affaires? Pierre, j'ai démissionné de mon poste d'enseignante pour que tu puisses accepter ce poste à Paris. Je passe mes journées à préparer des dîners que tu manges devant la télé. Je vais à la salle de sport pour que tu n'aies pas honte de ta femme devant tes collègues. Mes affaires? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Que je n'étais pas assez sexy, pas assez intéressante? Qu'une carriériste botoxée de 40 ans était plus excitante que la femme qui t'attendait à la maison? Elle en a 38, me corrigea-t-il automatiquement. Puis, il se figea en réalisant ce qu'il venait de dire. Je me suis levée. Cela ne servait à rien de continuer. Tu vas faire tes valises et partir, dis-je, aujourd'hui. Claire, c'est aussi mon appartement. Que nous avons acheté avec un prêt que nous avons pris ensemble, avec de l'argent que je gagnais aussi, avant que tu me demandes de rester à la maison. Alors non, Pierre, ce n'est pas ton appartement, c'est le nôtre. Et maintenant, ce sera le mien. Je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur, pas la peur de me perdre, la peur de perdre son confort, sa stabilité, sa commodité. Où veux-tu que j'aille? Chez elle, à l'hôtel, en enfer, je m'en fiche. Le reste de la journée, j'ai fait ses valises. Vêtements, chaussures, documents. Mécaniquement, sans émotion. Je me sentais comme une marionnette. Quelqu'un tirait les ficelles et j'exécutais les mouvements. Pierre était assis dans le salon, appelant quelqu'un au téléphone. J'entendais des bribes de conversation. Je ne peux pas maintenant. Il faut que je règle ça. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Le soir, il est parti avec 2 valises. Il s'est arrêté à la porte, comme s'il attendait quelque chose. Le pardon? Une invitation à revenir? Ce n'est pas la fin, dit-il. Je reviendrai. Nous allons arranger ça. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis permis de m'effondrer. J'ai glissé le long du mur jusqu'au sol et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ces 7 années, pour la confiance, pour les projets, pour l'enfant que nous n'avions jamais eu parce que ce n'était pas encore le bon moment, pour la femme que j'étais avant de le rencontrer. Je ne pleurais pas pour lui, je pleurais pour moi. La nuit fut longue, j'étais allongée dans le lit, fixant le plafond, pensant à tout et à rien, à comment j'allais vivre, ce que j'allais dire à mes parents, si j'allais trouver un travail après 3 ans d'arrêt, si quelqu'un voudrait m'engager comme professeur de français de 30 ans sans expérience dans la capitale. Mais quelque part, entre le désespoir et la peur, il y avait autre chose, quelque chose de petit, à peine visible, de l'espoir. Était-ce de l'espoir? À l'aube, je me suis levée, j'ai pris une douche et j'ai commencé à nettoyer l'appartement. J'ai tout jeté ce qui était à lui, les photos, les souvenirs. Même les parfums qu'il m'avait achetés. Je ne voulais aucune trace. J'ai ouvert la fenêtre et laissé entrer l'air d'octobre. Il était frais, vif, nouveau.
Paris s'éveillait sous mes fenêtres, indifférente, occupée par ses propres affaires, désintéressée de mon petit drame. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Les premières semaines furent comme marcher sur du verre brisé. Chaque pas faisait mal. Chaque respiration était un effort conscient. Je me réveillais et pendant quelques secondes, tout était normal. Puis, je me souvenais. Et le monde s'effondrait à nouveau. Mais il se passait quelque chose d'étrange avec la douleur. Si elle dure assez longtemps, on s'y endurcit. Elle ne disparaît pas. On apprend simplement à vivre avec. J'ai commencé par les choses pratiques. La banque, les documents, les comptes. Notre vie était bâtie sur de la paperasse que j'avais toujours laissée à Pierre. « Occupe-toi de la maison, chérie. Je m'occupe de l'argent, » disait-il, comme j'avais été stupide de lui faire confiance. La première découverte est venue lorsque j'ai vérifié notre compte joint. 15 000 € avaient disparu au cours des 3 derniers mois, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas, des retraits en espèces, dans des endroits étranges, l'hôtel Marriott, le restaurant Le Pré Catelan, une bijouterie de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Je n'avais jamais reçu de cadeau de cette boutique. J'étais assise à mon bureau, fixant les relevés bancaires, sentant quelque chose de glacial monter en moi. Pas de la colère, quelque chose de pire, la clarté, une clarté totale et brutale. J'ai fouillé dans les affaires qu'il avait laissées, de vieilles vestes dans l'armoire, des boîtes sur l'étagère supérieure, les poches de ses costumes. Dans l'une, j'ai trouvé un reçu d'hôtel datant de 6 mois, une chambre pour 2 nuits, le week-end où il était censé être en séminaire à Marseille. Dans une autre, un billet d'avion. Lyon, il y a 2 mois, le week-end où il avait dit qu'il devait rester au bureau sur un projet. Chaque découverte était comme une nouvelle coupure, mais en même temps, c'était comme retirer un bandage. Ça faisait mal, mais ça me permettait de voir la blessure, de voir la vérité. J'ai trouvé l'ordinateur portable qu'il pensait avoir bien caché, dans un sac de vêtements d'hiver en haut de l'armoire. Le mot de passe était simple, la date de notre mariage. Quelle ironie! Il s'est ouvert à la 3e tentative, des emails, des centaines d'emails. « Chérie, j'ai hâte d'être au week-end. Dis à ta femme que tu as un déplacement professionnel. Tu as été incroyable aujourd'hui. Je te sens encore. J'ai acheté quelque chose de spécial pour ce soir. Tu vas être surpris. » Je les ai tous lus, chacun, l'un après l'autre. Un besoin masochiste de savoir, le besoin de voir à quel point j'avais été stupide. Mais le pire, ce n'était pas les messages intimes. Le pire, c'étaient les messages ordinaires, quotidiens. N'oublie pas d'acheter du lait. Comment s'est passée ta journée? Tu me manques. Ces messages normaux, ennuyeux, de couple. Parce que cela signifiait qu'ils ne faisaient pas que coucher ensemble. Ils avaient une relation, une vraie relation. Et moi? J'étais juste la femme avec qui il rentrait à la maison. J'ai trouvé des photos, eux deux au restaurant. Elle portait une robe que j'avais reconnue sur son Instagram. Lui souriait, un vrai sourire, pas ce sourire poli qu'il portait à la maison comme un masque. Sur l'une des photos, ils s'embrassaient, sa main sur sa taille, sa tête sur son épaule. Ils avaient l'air heureux. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pendant un instant, je suis restée assise en silence, attendant les larmes, mais elles ne sont pas venues. À la place, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, du soulagement, parce que maintenant, je savais. Je n'avais plus à me demander si j'exagérais, si j'étais paranoïaque. Je n'avais pas besoin de croire ces mensonges. J'avais les preuves. Le lendemain, je suis allée voir une avocate. Un petit cabinet dans le 20e arrondissement, recommandé par une ancienne collègue. Maître Lambert était une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris et regard perçant. « Combien d'années de mariage ?» demanda-t-elle. « 7. »« Des enfants ?»« Non. » Elle hocha la tête, prenant des notes. « Compte joint ? Appartement ? » ?»« Oui. Appartement acheté avec un prêt que nous remboursons à moitié, mais je ne travaille pas depuis 3 ans. » « Pourquoi ? » « Nous avons déménagé à Paris pour son travail. Il voulait que je reste à la maison. Il disait que son salaire suffirait. » Maître Lambert leva les yeux. « Avez-vous des preuves de l'adultère ?»
Oui. J'ai posé une clé USB sur le bureau. Tout est là. Bien. Dans ce cas, ce sera simple. Mais ce ne fut pas simple. Rien n'était simple. Pierre appelait tous les jours. Au début, c'était moins des supplications, puis des menaces, puis à nouveau des supplications. J'ai tout ignoré. Sa famille a commencé à s'en mêler. Sa mère m'a appelé en pleurant, disant que je détruisais son fils. Sa sœur m'a envoyé un long message sur le fait que tout le monde méritait une seconde chance, que le mariage, c'était du travail. Je les ai toutes bloquées. Au bout de 2 semaines, j'ai reçu un message de Magali, court, sur WhatsApp. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Neuilly. Elle est arrivée à l'heure, vêtue d'un tailleur élégant, maquillage impeccable. Elle n'avait pas l'air d'une femme enceinte. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui souffre. Elle s'assit en face de moi, commanda un expresso. « Je ne suis pas enceinte », dit-elle sans préambule. J'ai menti. Je la regardais, attendant. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir surprise. Je voulais voir ce que tu ferais, continua-t-elle. Si tu allais pleurer, t'enfuir, faire une scène. Mais non. Toi, elle rit doucement. Tu as mordu en retour. Pourquoi tout ça? Demandai-je doucement. Parce que je le pouvais. Elle haussa les épaules. Parce que ton mari était facile. Parce que je m'ennuyais. Parce que vous êtes une personne vide qui a besoin de détruire les autres pour se sentir vivante, terminai-je. Quelque chose brilla dans ses yeux. De la colère? Du respect? Il est revenu vers moi, dit-elle. Après que tu l'aies jeté dehors, il vit chez moi maintenant. C'est votre problème. Tu ne divorces pas? Si, je divorce. Mais tu n'es pas obligé. Je pourrais rester mariée à un homme qui m'a trahi et volé. Je pourrais prétendre que rien ne s'est passé. Je pourrais accepter d'être l'option numéro 2. Je me penchai au-dessus de la table. Non, Magali, je ne pourrais pas. Elle se leva, laissant de l'argent sur la table. Tu vas le regretter, dit-elle. Je le regrette déjà, répondis-je. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je l'ai regardé partir. Et soudain, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Pas pour moi, pour elle, parce qu'elle était piégée dans un monde où le pouvoir signifiait détruire les autres. Et moi, j'étais libre. Ce soir-là, j'étais assise dans l'appartement vide, buvant du vin et regardant Paris par la fenêtre. La ville brillait de 1000 feux, indifférente aux petits drames dans les petits appartements. Ces dernières semaines, j'avais pleuré toutes mes larmes, j'avais examiné toutes les preuves, j'avais fouillé tous les souvenirs, et maintenant, au fond de tout cela, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Moi, pas la femme de Pierre, pas l'enseignante qui avait renoncé à sa carrière, pas la gentille fille qui faisait toujours ce qu'il fallait, juste moi, Claire, une femme de 30 ans qui avait encore toute la vie devant elle. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de cette vie, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de ne pas savoir. Novembre est arrivé avec la pluie et le froid. Les feuilles des marronniers à Neuilly s'étaient transformées en une bouillie brune sur les trottoirs. Les gens marchaient la tête rentrée dans leur col, se hâtant vers leurs appartements chauds. Moi, je marchais lentement, comme si j'apprenais à peine à marcher. Le divorce suivait son cours. Maître Lambert était impitoyable dans son professionnalisme. « Ne vous inquiétez pas », m'a-t-elle dit lors d'une réunion. « Vous avez les preuves, pas d'enfants et un bien immobilier commun. Vous obtiendrez la moitié de la valeur de l'appartement et des dommages et intérêts. C'est une question de temps. » Mais le temps, c'était justement le problème. Les jours s'étiraient comme du miel. Je me réveillais sans but, sans travail, sans projet, sans mari pour me donner au moins l'illusion d'une structure. Ma mère appelait un jour sur 2. « Claire, reviens à Orléans. Tu trouveras un poste à l'école ici. Tu seras près de nous. » Mais retourner à la maison familiale signifiait admettre l'échec. Cela signifiait être cette pauvre Claire, celle que son mari avait trahie, celle dont tout le monde aurait pitié à la messe, chuchotant dans son dos.
Non, si je devais m'effondrer, je le ferais à Paris, anonymement. J'ai commencé par de petites choses. Chaque matin, je faisais une longue promenade, le jardin du Luxembourg, le parc Monceau, le long de la Seine. J'observais la ville, les gens courant au travail, les mères emmenant leurs enfants à la crèche, les couples âgés nourrissant les canards. La vie continuait. C'était une vérité banale, mais étrangement apaisante. Lors d'une de ces promenades, je suis entrée dans une petite librairie du Marais, vieille, poussiéreuse, avec des chats dormant entre les étagères. La propriétaire, Madame Irène, était une femme de plus de 70 ans, les cheveux teints en roux et une connaissance infinie de la littérature. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. Elle me tendit « D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Commencez par ça. » Je lisais à la maison, recroquevillée sur le canapé, avec le chat de la voisine qui venait me voir par le balcon. Les mots coulaient en moi, et pour la première fois depuis des mois, je ressentais autre chose que de la douleur, de la fascination, de la curiosité, de la beauté. Je retournais à la librairie tous les quelques jours. À chaque fois, Madame Irène avait un nouveau livre pour moi. Nous ne parlions pas de ma vie, nous n'en avions pas besoin. Elle savait tout simplement. Un jour, elle m'a demandé « Vous cherchez du travail ?» J'ai levé les yeux, surprise. « J'ai besoin d'aide, quelques heures par jour, catalogage, service client. Je ne peux pas payer beaucoup, mais… » « Oui, » la coupai-je avant qu'elle avait pu finir. « Avec grand plaisir. » J'ai commencé le lendemain. Le travail était simple, ranger les livres, emballer les commandes en ligne, parler aux clients. Je ne gagnais pas beaucoup, mais j'avais quelque chose à faire. J'avais une raison de me lever le matin. La librairie est devenue mon sanctuaire. Entre les étagères, je me sentais en sécurité. Les livres ne mentaient pas. Ils ne trahissaient pas. Ils étaient juste là. J'ai appris à connaître les clients réguliers. Monsieur Jean, un professeur à la retraite qui venait tous les mardis pour des romans policiers. Agnès, une étudiante en philosophie qui achetait tout de Sartre. Thomas, un jeune programmeur qui avait une obsession pour la science-fiction. C'est avec Thomas que je parlais le plus. Il était timide, avec des lunettes sombres et un sourire éternel. Il restait souvent après la fermeture, m'aidant à ranger. « Vous avez déménagé à Paris récemment ?» me demanda-t-il un soir. « Non, j'y vis depuis des années. C'est juste que… je recommence tout à zéro. » Il hocha la tête, sans poser plus de questions. C'était agréable, je n'avais pas besoin de me justifier. Décembre apporta la neige et les lumières. Paris se parait pour les fêtes, le sapin sur le parvis de l'hôtel de ville, le marché de Noël à Montmartre, des illuminations dans chaque rue. D'habitude, j'adorais cette période. Maintenant, ce n'était qu'un rappel douloureux. L'année précédente, Pierre et moi étions allés chez ses parents à Lille. Sa mère préparait le foie gras, son père racontait des histoires de guerre, bien qu'il fût trop jeune pour se souvenir de la guerre. Nous étions assis à table, prétendant être une famille heureuse. Cette année, je passerai Noël seule. « Ne soyez pas stupide, » dit Madame Irène quand je l'ai mentionné par hasard. « Vous viendrez chez moi. Mon fils arrive de Marseille avec sa famille. Je n'accepte pas de refus. » Noël chez Madame Irène fut chaotique, bruyant et chaleureux. Son fils, Michel, était médecin avec 2 jeunes enfants qui couraient dans l'appartement comme une tornade. Sa femme, Sophie, était une femme brune et rieuse qui m'a immédiatement prise sous son aile. « Irène m'a parlé de vous, » dit-elle en me tendant un verre de vin. « Elle dit que vous êtes la seule personne dans tout Paris qui sait où se trouve le rayon poésie. » Je ris. Un vrai rire, pour la première fois depuis des mois. Nous sommes restés à table jusque tard. Nous avons mangé des huîtres, la dinde au marron, des fruits de mer. Les enfants se sont finalement endormis sur le canapé. Les adultes parlaient de politique, de livres, de projets pour la nouvelle année. Personne ne m'a posé de questions sur mon mari. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais seule. Ils m'ont juste acceptée comme faisant partie de la soirée.
En rentrant chez moi, tard dans la nuit, je marchais à travers Neuilly enneigé et je ressentais quelque chose d'étrange. Pas du bonheur, pas encore, mais quelque chose de similaire, du calme, une possibilité, un espace pour ce qui allait venir. En janvier, le jugement de divorce est tombé. Maître Lambert m'a appelé le matin. Nous avons tout obtenu, la moitié de la valeur de l'appartement, 20 000 € de dommages et intérêts, le remboursement des frais de justice. Vous pouvez être satisfaite. Satisfaite, un mot étrange pour décrire la fin de 7 ans de mariage, mais d'une certaine manière, je l'étais. Au moins, c'était la fin, officielle, légale, concrète. Nous avons vendu l'appartement en février à un jeune couple avec un enfant. Ils avaient l'air amoureux. Je me demandais s'ils savaient combien de tristesse restait dans ces murs, s'ils pouvaient le sentir. Avec ma moitié, j'ai acheté un petit appartement dans le 20e arrondissement, un studio au 4e étage, avec vue sur les toits. Il n'était ni grand ni luxueux, mais il était à moi. Rien qu'à moi. La première semaine, j'ai dormi sur un matelas par terre, car je n'avais pas de meubles. C'était merveilleux. Des murs vides, des espaces propres, aucun souvenir. J'ai commencé à l'aménager lentement. Une petite table chinée aux puces, un fauteuil trouvé sur le bon coin, des livres de la librairie que Madame Irène me prêtait avec une réduction, une affiche de Françoise Sagan au mur. Un appartement grandi comme une plante, dit Sophie quand elle est venue m'aider à peindre. Lentement, mais sûrement. Elle avait raison. Chaque petit ajout faisait de cet espace un foyer. Mon foyer. Je me suis aussi inscrite à un cours, création de site web pour débutants. C'est Thomas de la librairie qui m'en avait convaincu. Il vous faut quelque chose pour l'avenir, quelque chose qui vous donnera de l'indépendance. J'étais la plus âgée de la classe. Tous les autres avaient la vingtaine et parlaient un langage que je ne comprenais pas. HTML, CSS, JavaScript. Mais j'apprenais. Lentement, avec difficulté, mais j'apprenais. Pour la première fois depuis des années, je faisais quelque chose pour moi. Pas pour mon mari, pas pour ma famille, pour moi. Un soir de mars, j'étais assise dans mon petit appartement, travaillant sur un devoir du cours. L'ordinateur portable brillait dans l'obscurité. Dehors, le 20e arrondissement vivait sa vie. Des cris, des rires, des trames. Et soudain, cela m'a frappée. Je suis heureuse, pas euphorique, pas parfaitement, mais heureuse. Dans ce petit appartement, avec cet ordinateur portable, avec cet avenir incertain. J'étais libre. Et cela valait tout. Le printemps est arrivé soudainement, comme toujours à Paris. Un jour, il y avait de la neige, le lendemain, les magnolias étaient en fleurs. Belleville s'éveillait. Les cafés installaient leurs tables en terrasse, les gens enlevaient leurs lourds manteaux. La ville devenait plus légère. Je travaillais désormais à plein temps à la librairie. Madame Irène m'avait promue directrice adjointe, ce qui sonnait de manière impressionnante, mais ne signifiait en réalité que plus de responsabilités pour à peine plus d'argent. Peu importait. J'aimais ce que je faisais. Le cours de programmation touchait à sa fin. Je devais réaliser un projet final, un site web simple. J'ai décidé de créer un site pour la librairie. Madame Irène était ravie. Enfin quelqu'un pour nous faire entrer dans le 21e siècle, riait-elle. Thomas m'aidait les week-ends. Nous étions assis dans la librairie fermée, avec nos ordinateurs portables, buvant du café et nous disputant sur les couleurs de la mise en page. Il était patient quand je ne comprenais pas. Il ne riait pas de mes erreurs. « Vous vous débrouillez bien », dit-il un soir, « pour quelqu'un qui part de zéro. Toute la seconde moitié de ma vie consiste à partir de zéro, répondis-je légèrement, mais il me regarda sérieusement. Ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être qu'il avait raison. Avril apporta autre chose, un message de Pierre, le premier depuis des mois. Il faut qu'on parle, c'est important, s'il te plaît. Je l'ai ignoré. Et le suivant, et le suivant. Une semaine plus tard, il est venu à la librairie. Je l'ai vu à travers la vitre. Il se tenait sur le trottoir, regardant nerveusement autour de lui. Il avait maigri. Ses cheveux étaient plus longs, mal coupés. Son costume était froissé.
Il ressemblait à un homme qui avait perdu trop de batailles. Une partie de moi voulait se cacher, s'enfuir par la sortie de secours. Mais une autre partie, cette nouvelle partie plus forte, a dit « Non, je ne fuirai pas devant lui. Pas maintenant. Je suis sortie. Claire. » Sa voix se brisa sur mon nom. « Qu'est-ce que tu veux, Pierre? On pourrait parler? S'il te plaît, 15 minutes. » J'ai regardé ma montre. « J'en ai 10. » Nous nous sommes assis dans le café de l'autre côté de la rue. Il a commandé un expresso qu'il n'a pas touché. Moi, rien. « J'ai perdu mon travail. » Commença-t-il. « En janvier. Magali, elle a déposé une plainte pour harcèlement sexuel. C'est drôle comme le monde tourne vite. Elle a dit que j'avais commencé une liaison en abusant de ma position, que je l'avais manipulée. Les RH l'ont cru. J'ai été licenciée sans indemnité. J'attendais. Je n'allais pas le plaindre. J'ai vécu chez elle pendant quelques mois. C'était l'enfer, Claire. Elle est malade, vraiment malade. Elle contrôlait chacune de mes minutes, chaque appel. Quand j'ai essayé de partir, elle a menacé de détruire ma réputation dans tout le secteur. Et elle l'a fait. Pourquoi tu me dis ça? Parce que... Il me regarda désespérément. Parce que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je t'ai perdu. J'ai tout perdu. Et j'aimerais... Revenir? Terminai-je pour lui. Il hocha la tête, comme s'il avait peur de le dire à voix haute. Je regardais cet homme que j'avais autrefois aimé, cet homme que j'avais épousé en robe blanche, promettant de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. J'ai essayé de trouver quelque chose en moi, de la colère, de la douleur, peut-être même quelque chose de plus doux, mais il n'y avait rien. Le vide, pas méchant, pas douloureux, juste de l'indifférence. Non, dis-je doucement. Claire, s'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce dont j'ai besoin, et je n'ai pas besoin de toi. Mais on s'aimait, tu aimais le confort, tu aimais la stabilité, tu m'aimais quand j'étais facile et que je ne posais pas de problème. Ce n'est pas vrai, Pierre. Je l'ai interrompu. Ces derniers mois, je me suis construit une nouvelle vie. J'ai un travail que j'aime. J'ai des amis. J'ai mon appartement. Pour la première fois depuis des années, je suis heureuse. Et je ne vais pas gâcher ça pour toi. J'ai changé, peut-être. Mais moi aussi, j'ai changé. Et cette nouvelle moi ne veut pas de l'ancienne vie. Je me suis levée. Il a attrapé ma main. Laisse-moi tranquille, Pierre. C'est la seule chose que je te demande. Je suis retournée à la librairie. Mes mains tremblaient, mais pas de chagrin, de soulagement, parce que j'avais enfin dit ce que je devais dire. Et j'avais survécu. Madame Irène me regarda d'un air interrogateur, mais ne dit rien. Elle m'a juste tendu un thé au miel. Les semaines suivantes, Pierre essaya encore plusieurs fois. Des messages, des emails. Une fois, il a même envoyé des fleurs à la librairie. Madame Irène les a immédiatement données à l'hospice au bout de la rue. « Les fleurs des mauvaises personnes n'apportent pas le bonheur », dit-elle fermement. En mai, j'ai appris qu'il avait quitté Paris. Quelqu'un a mentionné l'avoir vu à Lyon. Bien. Plus il était loin, mieux c'était. La vie continuait. Le site web de la librairie fut terminé et mis en ligne. Madame Irène était ravie. La première semaine, nous avons reçu 3 fois plus de commandes en ligne que d'habitude. « Vous êtes un génie », dit-elle en me serrant dans ses bras. « Un génie absolu. Thomas m'a proposé d'aider d'autres petites entreprises avec leur site, contre de l'argent. Tu as du talent, dit-il. Pourquoi ne pas l'utiliser davantage ?» C'était une idée terrifiante. Je n'avais pas d'expérience. Je n'étais pas une professionnelle, mais... « Je vais essayer, dis-je. Ma première cliente fut une amie de Sophie qui tenait une petite pâtisserie à Neuilly, un site simple avec le menu et une galerie de photos. Cela m'a pris 1 semaine. Elle m'a payé 1 000 €. 1 000 €, pour quelque chose que j'avais appris de zéro quelques mois auparavant. Tu vois,
dit Thomas. « Je te l'avais dit. » D'autres commandes ont commencé à arriver, par Madame Irène, par Sophie, par des connaissances fortuites. Des petites entreprises qui avaient besoin de sites simples. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était le mien. Juin fut chaud et parfumé au lilas. Un soir, je l'ai passé sur le balcon de mon appartement, buvant du vin et regardant le soleil se coucher sur les toits. J'ai pensé à où j'étais 1 an plus tôt, dans cet appartement luxueux de Neuilly, attendant un mari qui ne rentrerait pas pour le dîner, prétendant que tout allait bien, me perdant petit à petit. Et maintenant j'étais assise dans un petit studio à Belleville, seule, sans mari, sans cette ancienne vie, mais avec quelque chose de plus, avec moi-même. Le téléphone vibra. Un message de Thomas. Une bière demain après le boulot? Je souris. Carrément. Parce que la vie, s'est-il avéré, ne se termine pas avec un mariage. Parfois, elle ne fait que recommencer. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un email de Magali. Je l'ai ouvert avec curiosité, pas avec crainte. Claire, je voulais m'excuser. Pour cette nuit-là, pour tout. Pierre m'a raconté ce qui s'est passé. Tu méritais mieux, de nous deux. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai lu 2 fois. Une partie de moi voulait répondre. Une partie voulait dire que j'acceptais les excuses, que c'était du passé, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé l'email et je l'ai supprimé, parce que certaines choses n'ont pas besoin de conclusion. Certaines choses, il faut juste les laisser partir. Juillet arriva avec la chaleur et les vacances. La librairie était plus calme. Tout le monde était parti à la mer ou à la montagne. Madame Irène m'a donné 1 semaine de congé. « Allez quelque part », dit-elle. « Une jeune femme devrait voir le monde. » Je suis partie à Cassis, seule, avec un petit sac à dos et une carte de crédit. C'était étrangement merveilleux. Se promener sur le port sans attendre personne. Dîner quand je le voulais. Rester assise sur la plage, lisant un livre, sans me sentir coupable de devoir être ailleurs. C'était à moi. Tout était à moi. Le dernier soir, j'étais assise sur le port, regardant la Méditerranée. Les vagues étaient à la calme, douces. Le soleil se couchait dans un feu de couleur. Et j'ai pensé, c'est donc ça, la liberté. Pas dans les grands gestes, pas dans les revanches ou les drames. Dans les petits moments tranquilles où tu fais ce que tu veux, sans demander la permission, sans peur. En rentrant à Paris, je ne pensais pas à ce qui avait été. Je pensais à ce qui allait être. Et l'avenir, pour la première fois depuis des années, semblait lumineux.